Bien, écoutez, mesdames et messieurs, je vous propose de débuter ce point de presse. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir dégagé de votre temps, j'allais dire une nouvelle fois, pour nous rejoindre dans la préfecture, pour faire un point. Je pensais que c'était utile qu'on puisse le faire ensemble sur les principaux éléments de la situation sanitaire sur le département de la Côte d'Or. Les différents aspects de cette situation, et nous comptions également vous faire un point sur la vaccination, la campagne de vaccination. Je suis accompagné, vous le voyez, d'Aline Guibla, qui est directrice départementale de l'Agence régionale de santé, qui est très investie sur ces questions depuis maintenant de longs mois, de très longs mois, sur ces questions. Elle est vraiment en première ligne et elle nous apporte beaucoup sur ces sujets. Et puis, je suis accompagné, vous ne connaissez sans doute pas, de Margot Valin, qui est attachée au cabinet et qui est notre stagiaire de l'ENA à la préfecture de la Côte d'Or. Alors, je vais pour commencer vous parler de la situation sanitaire, en dire quelques mots. D'abord, pour vous dire que les dernières données disponibles sur la situation sanitaire, dans vos publications régulièrement, dans vos éditions, vous en parlez régulièrement. Le dernier taux d'incidence que nous connaissons, sauf erreur de ma part, mais Guibla me corrigera, est de 132 pour le département de la Côte d'Or. 132 en taux d'incidence. C'est un niveau intéressant comme de le noter, inférieur à la moyenne régionale, qui tourne autour de 200. Et assez nettement inférieur à la moyenne nationale, puisqu'on est donc environ 2 fois moins, taux 2 fois moins élevé que la moyenne nationale. Tous les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté sont dans une situation plus dégradée que la nôtre. Je rappelle Doubs, qui a 257 de taux d'incidence, avec une forte accélération ces 15 derniers jours, qui semble d'ailleurs légèrement se stabiliser, mais il faut être un peu prudent. La Nièvre est à 294, Lyon à 217. Donc nous sommes en position plus favorable que les autres départements de la région. Et c'est d'ailleurs la même chose, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais sur l'indicateur important du taux de positivité des tests. La Côte d'Or est à environ 5%, 4,96%, tandis que ce taux au niveau national est de 7,8%. Il est de 6,48% au niveau régional. Donc ces chiffres qui peuvent apparaître en première analyse comme encourageants, je pense qu'ils ne doivent pas occulter le fait que, après 2 mois de baisse continue, depuis le début du mois de janvier jusqu'au début du mois de mars, les indicateurs sont repartis à la hausse assez nettement en Côte d'Or depuis une quinzaine de jours, avec une assez forte accélération, puisqu'en 10 jours, on a observé 30 points de plus sur le taux d'incidence de la Côte d'Or, qui était passé, vous l'avez vu, en dessous de 100. On était tous très heureux, mais depuis une quinzaine de jours, la situation se dégrade. Cette dégradation est due au variant anglais, qui est plus contagieux, vous le savez, qui poursuit sa progression et qui dépasse en Côte d'Or 60% des contaminations au Covid-19. Cela engendre une situation qui reste tendue dans les hôpitaux. Vous savez que pour mesurer la tension, on utilise en particulier le taux d'occupation des patients Covid dans les services de réanimation et de soins intensifs. Il est de 77%. Alors à l'échelle régionale, c'est un indicateur qu'on calcule à l'échelle régionale parce qu'il n'a pas de vraie pertinence au niveau départemental. 77%, on a connu malheureusement plus, puisque la région et le département ont été fortement touchés par la première vague et par la deuxième vague, Covid. Donc là, nous sommes revenus à une échelle un peu moins élevée.
Elle a aussi une légère tendance à l'augmentation. Nous sommes moins élevés, vous le voyez sans doute, hein, à travers ce que disent les médias au niveau national, puis les chiffres qu'on peut obtenir dans certaines régions de France aujourd'hui. Le taux d'occupation dépasse les 100%. Il y a une forte tension sur le système hospitalier. En fait, nous sommes, je crois qu'il faut parler clair, nous sommes dans une forme de troisième vague depuis maintenant quelques semaines, qui s'observe d'ailleurs parfois à des rythmes divers, mais partout dans les pays d'Europe. Hein. La France n'est pas en position isolée en Europe. Hein. Donc vous voyez cette situation du département, plus favorable que le moyenne régional et national, mais qui malgré tout se dégrade. Je pense que vraiment, elle doit nous inciter plus encore, même si je sais que c'est compliqué dans la durée hein, pour nos concitoyens, elle doit nous inciter à respecter les gestes et les mesures barrières. Hein. Je crois que c'est vraiment le message que je souhaite porter, un message qui est à la fois un message de vérité, de responsabilité, d'appel au civisme, et j'allais dire de bon sens. Hein. Parce que cette situation, nous devons vraiment faire en sorte, et nous avons les moyens de le faire, ça dépend de nos comportements individuels et collectifs, nous avons moyen de faire en sorte qu'elle ne nous échappe pas dans le département de la Côte d'Or. C'est encore maîtrisable. Hein. Donc voilà ce que je voulais préciser. Nous restons naturellement libres, pour l'essentiel, encore. Hein. Le département n'est pas concerné directement par les mesures qui s'appliquent à 16 départements français, vous savez, hein, qui ont des mesures de restriction renforcées, mais il faut de ce fait se montrer très rigoureux dans les mesures, les comportements qui nous permettent de freiner les évolutions de l'épidémie, voire vraiment, si on le peut, les faire baisser. En réalité, il nous faut encore tenir quelques semaines, alors qu'il y a un horizon, j'y reviendrai, qui se dégage sur la vaccination. Vraiment, donc, je pense qu'il faut éviter tout ce qui concerne les rassemblements, les regroupements dans la sphère privée également, les consommations d'alcool sur la voie publique, tout ce qui favorise des interactions de la vie sociale sur nos différents territoires. Ça suppose une forte discipline, et je sais que cette crise, elle pèse sur la vie économique et sociale, et qu'elle bouscule les habitudes et les vies des gens. Donc c'est contraignant. Je pense quand même que dans l'ensemble, nos concitoyens de Côte d'Or, malgré ces difficultés, ont le souci d'avoir une attitude responsable et respectent les mesures, les dispositions qui sont imposées dans l'intérêt tout simplement de tous. Voilà, alors peut-être je pourrais revenir si vous le souhaitez, je n'évoque pas les éléments de contrôle qui sont mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie pour répondre à vos questions. Je rappelle simplement que les mesures sanitaires qui s'appliquent en Côte d'Or, elles sont inchangées. C'est le couvre-feu, mis à part le couvre-feu qui a été décalé à 19h, mais le couvre-feu. La fermeture de certaines catégories de RP, les bars, les restaurants, les cinémas, les salles de sport notamment. La fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m². Et il y a également comme mesure qui s'applique sur les communes centrales de l'agglomération de Dijon et sur le centre-ville de Beaune, c'est l'obligation du port du masque sur la voie publique. Le corpus de règles reste le même hein, depuis maintenant plusieurs semaines. Il n'est pas modifié. Quelques éléments maintenant sur le bilan de la campagne de vaccination qui a débuté début janvier, d'ailleurs, qui a débuté en Côte d'Or.
c'était pour nous une belle opportunité et un bon signal. Le président de la République a rappelé hier que c'était une ardente obligation que de pouvoir déployer la campagne de vaccination pour nos concitoyens. Sur le département de la Côte d'Or, au 20 mars, quelques jours, il y avait 57 437 personnes qui avaient reçu une première injection dans le département. C'est en réalité plutôt un bon résultat quand on le compare aux autres. La Côte d'Or est l'un des départements où on continue à vacciner le plus en France. Ce chiffre de 57 437 personnes, cela représente près de 11% de la population totale du département. D'ailleurs, avec une vision plus régionale, je précise aussi que la région Bourgogne-Franche-Comté est la région de France, j'ai aussi ma casquette de préfet de région, ce titre-là, qui est la région du pays où l'on vaccine le plus. Alors, avec la région Grand Est, qui est à peu près au même niveau. Oui, il y a encore un tout petit peu de gens, mais ils sont dans notre roue. Voilà, une tangente. Mais c'est quand même un motif de satisfaction sur cet enjeu tout à fait important pour notre pays. Alors, pour être plus précis, vous savez que le gouvernement, dans la stratégie de vaccination, avait décidé, après débat au Parlement et débat dans le pays, de privilégier la vaccination des personnes dites les plus vulnérables. Personnes les plus âgées, personnes en établissement, personnes âgées, personnes maintenant atteintes de comorbidité, de plus de 50 ans. Alors, ce que l'on observe dans le département, d'ailleurs, comme l'ensemble du pays, c'est que nous sommes pratiquement au bout de la vaccination des personnes âgées en établissement. Je crois qu'on a rempli l'objectif. Sur les personnes de plus de 75 ans, nous sommes dans le département à 54%. Donc c'est plus d'une personne sur deux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le processus de vaccination va s'intensifier et qu'il faut inviter toutes les personnes de plus de 75 ans à se faire vacciner. Et s'agissant des soignants, et des personnes de moins de 75 ans souffrant de comorbidité, le taux est de 60%. Peut-être uniquement pour les soignants, je me trompe peut-être. Non, c'est bien ça. 60% pour les soignants. On voit d'ailleurs très bien que la situation se détend dans les EHPAD, parce que nous avions il y a encore quelques semaines assez régulièrement des clusters, parfois d'ailleurs assez importants. Dans les établissements pour personnes âgées, ce n'est plus le cas. Et on peut penser quand même que c'est les résultats de la vaccination. Sur les vaccins, je le précise parce que c'est un sujet qui évolue en permanence et il est quand même bon de bien préciser les choses pour une bonne compréhension de tous. Il y a aujourd'hui 3 vaccins disponibles en France. Le plus important en nombre, c'est le vaccin Pfizer, qui est administré dans les centres de vaccination. J'y reviendrai, on précisera ça avec Alain Guibla, si c'est nécessaire. Le deuxième vaccin, c'est le vaccin Moderna, qui est administré également au centre de vaccination. Pfizer, vous le savez, il y a une conservation au froid à moins 80 degrés, qui nécessite une organisation logistique de type centre de vaccination. Moderna, il y a une exigence de froid un peu moins soutenue, je n'ai pas le... Entre moins 20 et moins 30 degrés. Moins 20 et moins 30 degrés. Et puis, il y a bien sûr le vaccin AstraZeneca, qui est lui administré par les canaux de la médecine de ville et des officines de ville. Ce vaccin, vous l'avez tous vu comme moi, a été brièvement suspendu. Il a été réautorisé après que l'Agence européenne médicaments ait clairement indiqué qu'il était efficace
contre toutes les formes de Covid et qu'il n'y avait pas de véritable danger à l'administrer. Hein. Donc, passage, j'invite les personnes à l'utiliser. Hein. C'est un moyen efficace de protection contre cette épidémie. Il y aura un 4e vaccin qui va arriver à la fin du mois d'avril. C'est le vaccin dit Johnson & Johnson, qui lui nécessitera qu'une seule dose. Il sera plus rapide à utiliser. Hein. Et dans les projections qu'annonce le gouvernement, on voit bien que le vaccin Pfizer restera quand même jusqu'au bout de la campagne de vaccination le vaccin le plus important. Voilà, alors sur les perspectives, donc, je vais donner quelques mots de bilan sur les prochaines semaines. Ce qui peut être dit sur le département de la Côte d'Or, ça suit d'ailleurs l'évolution générale, c'est que nous allons avoir des doses qui permettent de doubler la capacité vaccinale dans le département. On va la doubler au mois d'avril par rapport au mois de mars. On va la doubler dans tous les domaines, et notamment dans les centres de vaccination, alors qu'ils n'en représentent pas la totalité, vous l'avez vu, des canaux, des moyens d'administration du vaccin, mais ça reste quand même la principale. Et donc nous allons doubler les plages horaires pour permettre aux gens de se vacciner. Le Premier ministre, dans les objectifs nationaux qui ont été indiqués, a parlé de 10 millions de personnes vaccinées à la mi-avril, 20 millions à la mi-mai et 30 millions à la mi-juin. Donc ces doses permettront en avril de s'attacher à respecter cet objectif, et nous devrions, s'il n'y a pas d'événement inattendu sur la livraison, mais d'après ce qui nous est précisé, nous devrions, à la fin du mois d'avril, sur la Côte d'Or, je vous dis 57 437, nous devrions, à la fin du mois, pouvoir avoir vacciné de l'ordre de 75 000 à 80 000 personnes. C'est notre portée. Vous voyez, ça représentera une part, cette fois-ci, beaucoup plus significative encore de la population du département. Donc nous travaillons avec l'Agence régionale de santé à la mobilisation de l'armement des centres de vaccination pour pouvoir mettre en place l'administration de ces doses en nombre important. Vous savez que nous avons 18 centres de vaccination sur le département. Il y a un maillage qui couvre, avec des centres à taille humaine, si je puis dire, le département de la Côte d'Or. Sur Dijon, où se situe la concentration la plus importante des personnes âgées dans le département, sur la métropole de Dijon, sur l'agglomération de Dijon. Nous allons aussi augmenter les lignes de vaccination dans les centres existants. Et puis nous travaillons avec la municipalité de Dijon à l'ouverture d'un centre important de vaccination. On pourra, je pense, assez vite mettre en place pour participer à cet objectif d'accélération et de développement de la vaccination sur Dijon. Je m'en suis entretenu avec monsieur le maire de Dijon. Je voudrais d'ailleurs à ce titre saluer l'engagement des collectivités à nos côtés sur les centres de vaccination. Nous avons des relations régulières de coopération et de confiance sur cette campagne de vaccination qui répond à un intérêt général. Je précise également, je précise à ce titre-là, que nous avons également un outil intéressant dans le département sur la vaccination. Alors, nous allons forcer donc, les choses en ville, dans les centres urbains,
Nous avons sur les secteurs ruraux plus isolés, les communes plus isolées, vous le savez sans doute, une unité départementale mobile de vaccination qui se déploie sur un département, qui est très demandé d'ailleurs par nos maires, très sollicité, qui va continuer à se déployer pour là aller vers les personnes qui ont des difficultés de mobilité. Voilà, donc le message que je veux faire passer à ce titre-là, que les personnes avec cette augmentation de doses, toutes les personnes de plus de 75 ans qui veulent se faire vacciner, naturellement, pourront le faire. Donc, elles sont invitées à s'inscrire sur le site Doctolib, qui permet d'accéder aux plages disponibles dans les centres de vaccination. Cette couverture vaccinale qui progresse, puis combinée aux livraisons de doses, elles permettent l'élargissement de la cible de la population vaccinale. Je crois que c'est important que nos concitoyens le comprennent, puisqu'à partir de samedi, les personnes de plus de 70 ans pourront se faire vacciner. Nous étions jusqu'ici aux personnes de 75 ans. Il y aura la possibilité de vaccination à partir de 70 ans. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois un doublement de la vaccination en avril et un élargissement des populations pouvant se faire vacciner. En matière de vaccination, d'ailleurs, notre île se trouve dans une situation qui est, mis à part le Royaume-Uni, qui se distingue d'une situation comparable aux autres pays d'Europe. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces différents sujets. Je pourrais vous apporter des précisions si vous le souhaitez, notamment sur le volet mesures d'urgence de soutien à l'économie liées à la crise sanitaire, parce que l'État continue de dégager des moyens extrêmement conséquents pour soutenir les acteurs économiques. Je pourrais vous apporter quelques précisions si vous le souhaitez. Voilà, je vous ai donné un peu ces principales données. Je vais laisser Aline Guibla préciser mes propos et vous apporter des éléments complémentaires. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Je serai brève, mais peut-être quelques éléments pour en effet compléter les propos de Monsieur le Préfet. Tout d'abord sur la partie épidémiologie, comme nous vous le faisions remarquer, les indicateurs en effet en valeur absolue nous font moins peur qu'ils nous ont fait peur il y a quelques mois. Néanmoins, ces taux, même s'ils paraissent faibles, sont encore largement supérieurs au seuil d'alerte défini par le gouvernement. Et d'autre part, ils ont une réalité concrète, c'est qu'un certain nombre de centres hospitaliers, dont le CHU de Dijon, ont encore et toujours depuis plus de 12 mois des lits fermés dans les services classiques, les services de médecine ou de chirurgie, puisqu'on a toujours des déprogrammations. Donc cette situation, elle a un impact pour nous les concitoyens chaque jour. D'où l'importance de tenir en effet bon sur les gestes barrières qui protègent de toutes les formes de Covid, cellules d'origine, cellules de variants, pour pouvoir essayer d'accompagner les services hospitaliers qui sont mis à mal, qui ont connu une période hivernale complexe. Je vous rappelle la situation difficile dans laquelle nous étions au moment des fêtes de Noël, avec des vacances qui n'ont pas pu être prises par les professionnels. Et donc devant l'inquiétude que nous avons tous collectivement à les préserver au regard de cette troisième vague qui se dessine et qu'on commence et dont les impacts hospitaliers devraient avoir lieu, vous le savez, hein, quelques semaines après l'augmentation des indicateurs. Donc vraiment, je rejoins les propos de Monsieur le Préfet dans le fait de continuer à tenir bon sur ces gestes barrières. La saison va nous y aider. Les mesures simples d'aération, de ventilation de nos bureaux et de nos intérieurs sont bien plus faciles à mettre en œuvre quand on a une belle journée comme aujourd'hui, qu'en plein mois de décembre. Il faut vraiment être attentif et continuer à être responsable pour pouvoir soulager le système hospitalier qui, même si la situation est moins critique, reste, je vous le rappelle, dans une situation encore très critique. Quand on a plus de 75% de taux d'occupation des services de réanimation, c'est 75% de trop, puisque habituellement ces lits sont disponibles pour d'autres formes de pathologies. Donc certes, c'est moins pire que 97, mais c'est encore bien trop important.
Donc voilà, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression qu'au regard de ces chiffres qui en valeur absolue peuvent nous rassénérer, et après tout, nous pouvons bien sûr être fiers et satisfaits d'avoir des indicateurs en Côte d'Or qui sont moins pénibles que dans d'autres régions, que dans d'autres départements de la région. Néanmoins, l'impact, on sait où il est juste derrière. Le CHU a cette position régionale de responsabilité territoriale au niveau de la région et donc devrait porter les difficultés que rencontreraient possiblement d'autres départements de la région touchés. Donc vraiment un message à la fois de satisfaction, mais de responsabilisation pour pouvoir vraiment continuer à mettre en œuvre un maximum de gestes qui sont à notre main pour tenir le coup. Chaque semaine que nous gagnons sur les indicateurs d'épidémiologie que nous arrivons à contraindre, c'est une semaine de plus où nous pouvons vacciner des gens les plus fragiles, puisque c'est la stratégie vaccinale du gouvernement, et ça limite de manière corrélée les impacts sanitaires dans les semaines qui viennent. Donc chaque semaine de gagner est une semaine de gagner à double titre. On protège l'hôpital et on protège les gens. Donc vraiment revenir sur ce sujet d'être attentif et d'essayer de rester mobilisé. En ce qui concerne peut-être la vaccination, 2-3 éléments pour compléter les propos de Monsieur le Préfet. D'une part, vous dire la grande satisfaction qu'on a justement pour protéger ces personnes les plus fragiles. Les structures, les EHPAD, les structures pour personnes âgées dépendantes ont vraiment joué le jeu. Hein. On est à pratiquement 90% des EHPAD qui ont eu leur première dose. Ceux qui ne l'ont pas eu, c'est très généralement des gens qui ne peuvent pas de suite être vaccinés car ils ont eux-mêmes souffert du Covid. Et donc vraiment un beau taux d'adhésion des résidents, de leurs familles, une bonne communication des professionnels de santé au sein des EHPAD pour emmener les gens à la vaccination. Donc vraiment quelque chose qui est extrêmement satisfaisant pour nous. Et de la même manière, le travail qui a été mené pour d'autres populations fragiles, je pense aux résidences autonomie qui ne sont pas médicalisées, qui regroupent des personnes plutôt âgées. Je pense aux foyers de travailleurs migrants, qui regroupent beaucoup de personnes âgées, ont pu être vaccinées. Et là, on peut noter le soutien fort des équipes du CHU une fois de plus. Moi, je voudrais rappeler le travail de l'ombre des pharmaciens de l'hôpital qui jonglent avec les doses, adaptent aux aléas de livraison, aux bonnes nouvelles actuellement, de livraison supplémentaire, mais qui sont à notre disposition pour accompagner nos campagnes vaccinales au plus proche des territoires, qu'il s'agisse du vaccinobus ou d'une résidence autonomie qui fait 15 personnes. On se déplace. Et des équipes du centre départemental de vaccination qui sont à nos côtés pour aller justement faire des vaccinations dans des structures d'hébergement collectif où il n'y a pas de professionnels médicaux pour porter la vaccination et qui le font à notre demande pour assurer la protection de ces personnes. Donc un vrai travail collaboratif qui est intéressant et qu'on peut aussi saluer parce que là je rebondis cette fois-ci sur les centres de vaccination qui maillent quand même très très bien notre département. Ces dispositifs, ils ont été extrêmement soutenus par les collectivités. Hein. Je me rappelle la vitesse à laquelle ils ont su se mettre en ordre de marche, les organisations qu'on a montées avec eux, co-construites avec eux, et qui aujourd'hui sont des dispositifs pérennes, qui ont commencé courant janvier, février, mars, et qui ont vocation à tenir jusqu'à après l'été, puisqu'il faut que nous continuions à vacciner la population, donc un travail de longue haleine, et sur lequel on leur demande un investissement de plus en plus fort. Et ces collectivités, elles peuvent compter, c'est aussi une source de satisfaction, sur les professionnels de santé libéraux qui se mobilisent pour organiser ces centres en termes d'accueil médical et paramédical. On a quand même beaucoup de professionnels retraités qui se sont réinscrits dans les ordres et qui sont aujourd'hui aux côtés de la population de Côte d'Or pour pouvoir assumer ces vaccinations et tenir des centres qui sont ouverts du lundi au samedi et qui sont là sur la durée. Donc voilà, c'est quand même un travail d'investissement extrêmement collectif que les administrations s'efforcent d'accompagner et de soutenir, mais voilà, quand même un engouement extrêmement fort et qu'on retrouve en fin de compte dans l'appétence de la population à venir se faire vacciner. On a, comme le disait Monsieur le Préfet, des taux de vaccination sur les plus de 75 ans qui commencent à devenir intéressants. On avait quand même le plaisir de constater le dépassement de ce seuil de 50%. Donc, avec les doses qu'on envoie là dans les centres de vaccination sur fin mars et début avril, c'est 18 000 nouveaux créneaux en centre de vaccination qui vont être ouverts à minima. Donc on commence à être sur des volumes extrêmement significatifs qui reflètent l'augmentation forte qu'a notifié Monsieur le Préfet. Et on se rend compte que la population, elle est plutôt au rendez-vous, elle a envie d'y aller et le travail qui est aujourd'hui mis en œuvre
à la fois par la caisse primaire d'assurance maladie, les collectivités et les administrations, c'est d'aller chercher ces dernières personnes de plus de 75 ans, il y en a encore, qui souhaitent être vaccinées, et de leur faciliter l'accès à la vaccination, puisque dans le cadre de l'élargissement de la stratégie vaccinale, d'autres personnes vont pouvoir prendre place dans le dispositif, et notre objectif étant de vacciner d'abord les plus fragiles, donc les plus anciens. Il faut qu'on s'assure que cette population-là, si elle souhaite être testée, être vaccinée, excusez-moi, puisse accéder à la vaccination. Peut-être pour clore mon propos, un travail qu'on a initié en lien avec la plateforme départementale de la préfecture et la caisse primaire d'assurance maladie, un travail qui est ponctuel, mais une action phare pour accompagner les ouvertures de créneaux de fin mars et de début avril, une campagne d'envoi de SMS aux plus de 75 ans qui ont un compte Amélie et donc ont renseigné un numéro de téléphone portable pour rappeler à ces personnes qu'elles sont bien évidemment dans la cible, qu'il y a des créneaux. On leur rappelle bien sûr qu'elles peuvent à la fois se connecter sur Doctolib et pendant quelques jours se rapprocher de la plateforme départementale qui est à leur disposition. Et on a plusieurs centaines de rendez-vous qui sont d'ores et déjà pris et le dispositif va continuer. Et voilà, donc le travail est vraiment d'accompagner la population et de ne pas rester sur des freins ou parfois des éléments de découragement après quelques semaines où en effet il y avait beaucoup d'afflux et pas forcément assez de doses. Et vraiment l'objectif c'est d'avancer sur ces plus de 75 ans pour pouvoir accompagner dans un deuxième temps l'ouverture aux plus de 70 ans et aux professionnels enseignants a priori à compter de mi-avril. Voilà rapidement ce que je pouvais éclairer. Merci beaucoup Aline Guiblin. Je ne sais pas si Margot là vous avez ajouté. Voilà, mesdames et messieurs, on est disposés, si vous le souhaitez, à répondre à vos différentes questions. Oui. Est-ce que, du coup, on peut parler de vaccinodrome à venir ou pas forcément, ce n'est pas à l'échelle d'un vaccinodrome? Alors, c'est un gros centre de vaccination. Hein. Nous travaillons avec la municipalité de Dijon. Dans l'immédiat, nous allons faire face à l'augmentation des doses hein, dans les deux centres existants sur la ville de Dijon, mais nous travaillons à une échéance rapprochée hein, sur la mise en place de ce gros centre de vaccination. Ce sera donc un troisième lieu, un autre lieu? Alors, on est en train de regarder ça, s'il faut, c'est pas encore tranché. Hein. Ça pourrait être un agrandissement du centre au stade? On est en train d'examiner les différentes options avec la municipalité. Ça serait combien de personnes par jour dans un premier temps? Alors sur Dijon, en nombre de doses, peut-être Aline? Oui, peut-être la cible sur la ville de Dijon, on est arrivé à une volumétrie approximative de 6500 doses par semaine. Au mois d'avril, donc. Oui, deuxième quinzaine d'avril. Ça nécessite, si vous voulez, une massification des centres de vaccination pour atteindre l'objectif. Et donc ça passe par chaque centre et ça marche, enfin, ça vaut ce qui vaut pour Dijon, le vaut pour l'ensemble des centres de vaccination du département. L'augmentation, ils ont déjà dû absorber une augmentation significative cette semaine. Hein. On a déjà des volumes qui ont demandé beaucoup d'adaptation des professionnels et des collectivités, mais l'objectif était dans un premier temps d'améliorer, on va dire, les dispositifs, fluidifier les process pour améliorer la productivité des centres, si vous me permettez ce terme, hein, pour faciliter le parcours du patient à essayer d'être le plus rationnel possible. Donc avec ces moyens-là, on peut déjà un peu augmenter la volumétrie à effectif constant. Ensuite, il y a la deuxième étape qui vise en effet à augmenter le nombre de lignes, soit sur le même site si on en a la capacité. Et de fait, pour Gaston Gérard, la semaine prochaine, ils ouvrent une deuxième ligne sur les locaux existants. Mais la troisième étape, on va dire, sera vraiment sur mi-avril, comme le disait M. le Préfet. Et là, des réflexions parfois foncières doivent se poser, et d'où les réflexions qui sont engagées. Voilà, donc nous avons engagé un travail avec la municipalité de Dijon pour augmenter la capacité des centres. Dans quelle échéance vous souhaitez ouvrir ce nouveau centre? Oh, c'est dans une quinzaine de jours à peu près, oui. C'est un peu l'échéance que nous sommes fixés. Nous pouvons aujourd'hui, avec les centres existants, faire face hein, aux besoins de vaccination, mais vous voyez, nous sommes dans une perspective qui va se poursuivre, puisqu'au mois de mai, le gouvernement nous annonce que les doses qui devraient être disponibles pour la vaccination vont encore franchir un palier et pourraient être de 30 à 40% supérieures aux doses d'avril. Donc oui, il nous faudra quand même une logistique d'organisation qui nous permette de faire face dans de bonnes conditions. Et
Du coup, les personnes qui vont être mobilisées pour vacciner, tout à l'heure vous parliez donc des médecins à retraite qui ont été rappelés. Au niveau national, on a même parlé de pompiers, de vétérinaires. Est-ce que chez nous, est-ce qu'on déjà on commence à mobiliser des personnes, à trouver de nouveaux praticiens pour ce nouveau centre? Oui, les professionnels de santé se mobilisent très bien. Nous avons beaucoup de professionnels retraités, médecins retraités, professionnels de santé retraités. Ça représente sur la Côte d'Or de l'ordre de 200, à peu près 200 personnes. Il y a un vivier de plus de 300 personnes, mais en effet... 300, mais donc c'est le socle d'ailleurs principal des professionnels médicaux. Il y a un appui qui est apporté par les personnels des collectivités, sur le volet accueil, organisation administrative, le volet logistique. Et nous avons fait appel, nous le ferons sans doute à l'avenir également, aux sapeurs-pompiers, dans des limites qui soient raisonnables avec leurs obligations professionnelles par ailleurs, les sapeurs-pompiers ou d'autres missions. Mais nous avons commencé à le faire lorsque nous avons ouvert samedi, 3 semaines, ça oui. 3 semaines, un centre éphémère de vaccination dans les locaux de l'ARS. Les sapeurs-pompiers ont armé les professionnels médicaux, les sapeurs-pompiers. Et ils sont tous habilités à vacciner, ils savent le faire ou il faut les former? Alors, non. Non, si vous me permettez, monsieur le Président, il y a déjà des équipes qui sont d'ores et déjà formées au sein des SDIS. C'est ceux qui sont intervenus, on a déjà des médecins et des infirmiers, pompiers, salariés ou volontaires, qui peuvent, eux, être tout à fait éligibles à mettre en œuvre cette vaccination au regard de leur formation initiale. Et il est possible, et c'est une réflexion qu'on porte avec le SDIS et les services de la préfecture, bien évidemment, de réfléchir à un plan de formation pour des pompiers qui ont de profil plutôt secouriste, qui, suite à une formation qui pourrait être donnée en interne, pourraient à ce moment-là vacciner eux aussi. Mais à ce stade, on s'appuie sur les ressources d'ores et déjà formées des SDIS. Peut-être pour compléter mon propos, je parlais vraiment du fort support des professionnels de santé retraités. Les actifs sont aussi largement au rendez-vous. Je ne voudrais pas qu'on les oublie parce qu'ils sont beaucoup là. Qu'il s'agisse des médecins généralistes de ville, qui parfois, à travers ces nouvelles structures qu'on appelle les communautés professionnelles territoriales de santé, on a plusieurs en Côte d'Or qui sont déjà bien structurés et qui permettent de mobiliser sur des enjeux forts comme la vaccination, se mobilisent. On a la CPTS Centre 21 qui trouve des professionnels de santé libéraux, mais très facilement, grâce à son réseau, non pas qu'il soit facile de se libérer, mais à travers la mobilisation qu'ils peuvent faire entre pairs, arme les sites de la métropole. On a la même chose sur le territoire vers Selonget et Is-sur-Tille. Donc on a quand même des professionnels de santé en activité qui eux aussi libèrent de leur temps à travers une planification de leurs activités. On a les SOS médecins ou SOS 21 qui se positionnent aussi et libèrent des plages. Donc voilà, on a quand même un dispositif avec de multiples facettes. Et ce qu'on attend aussi comme élargissement pour venir aider à faire cette vaccination, vous le savez, hein, on a déjà les pharmaciens et les sages-femmes qui peuvent venir étayer les équipes en ce qui concerne la vaccination. On est en attente d'élargissement aussi sur les étudiants en santé. Et les infirmiers et infirmières libéraux? Ah ben je n'en parlais même pas parce que pour moi c'est comme les médecins, ils ont, voilà. En tout cas ils sont tout à fait positionnés aussi sur les dispositifs, entre autres les infirmiers libéraux dont on peut quand même s'allouer l'investissement parce que dans le cadre du Covid ils sont quand même fort demandés sur de multiples actions. Ils font aussi des visites chez les gens qui sont positifs, des visites à domicile pour accompagner la bonne mise en œuvre des gestes barrières, et ils sont aussi mobilisés dans les centres de vaccination. Très récemment, ils ont diffusé un communiqué demandant à pouvoir vacciner sans prescription. Tout à fait, ça fait partie de leur demande. Au même titre, aujourd'hui, seuls peuvent le faire les médecins, les sages-femmes pour les femmes, et non pas pour les hommes, et les pharmaciens. Donc c'est une de leurs demandes. Néanmoins, moi je peux vous assurer qu'en Côte d'Or, et ne serait-ce que le centre de vaccination de Brazay-en-Plaine, dont le responsable de centre et le président de la CPTS Pays d'Or est un infirmier, et ordinal par ailleurs, les professionnels, heureusement que les infirmiers se mobilisent et ils sont là aujourd'hui pour accompagner, dans le cadre d'un binôme médecin-infirmier, la vaccination, et sans eux, les centres ne tourneraient pas très clairement. Donc aujourd'hui, ils font partie du dispositif. Ce qu'ils souhaitent, désormais, dans leur cadre de leurs revendications, c'est avoir la possibilité de prescrire. Ça fait partie des négociations et des échanges au niveau national sur les possibilités ou pas d'avancer sur ce sujet. Néanmoins, je vous le dis, nous comptons sur eux et ils sont au rendez-vous dans les centres de vaccination aujourd'hui, pour organiser, gérer la logistique et gérer surtout les injections. Ils ont un énorme travail aussi, les infirmiers, qui est intéressant.
au regard de tout le travail qu'ils font auprès des personnes fragiles dans le cadre des soins qu'ils mettent en place dans le cadre de leur activité professionnelle, pour inciter et faire cette campagne de communication positive autour de la vaccination. Et si l'adhésion des seniors est si élevée, c'est bien parce qu'aussi, tout comme les médecins, ils mouillent leur chemise pour faire comprendre à leurs patients à quel point il est nécessaire et intéressant et utile de se faire vacciner très rapidement. Vous parlez du SDIS. Est-ce que vous allez aussi demander, par exemple, à la protection civile qui était à Chevigny-Saint-Sauveur et le Vaccinobus, de monter aussi en puissance pour la vaccination? Alors la protection civile, vous savez, Madame Guidet, elle nous aide déjà beaucoup, hein, puisque c'est elle qui gère, sous notre égide, hein, l'unité mobile de vaccination. Ça représente quand même un effort très conséquent. Hein, cette unité, elle se déplace dans l'ensemble du département chaque semaine dans une quarantaine de communes, avec un concours financier de l'État. Hein. C'est l'État qui finance cette unité de vaccination. La protection civile nous passe également un coup de main, nous appuie assez régulièrement sur les plateformes d'appel que nous mettons en place. Donc ils sont extrêmement mobilisés auprès de nous sur ces sujets. Une petite question. Je prends par exemple le cas de Marsanne-et-la-Côte qui avait demandé à avoir un centre de vaccination. On leur a dit qu'ils étaient sur liste d'attente. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont sur liste d'attente et que vous pourriez faire passer pour vacciner encore plus? Alors, si vous voulez, nous avons sur le département 18 centres de vaccination permanents. Nous n'envisageons pas d'aller au-delà. Hein. Ce maillage est suffisant pour couvrir de manière équilibrée l'ensemble du territoire départemental, puisque nous avons désormais en plus cette unité mobile de vaccination qui nous permet d'aller sur les territoires les plus isolés. Cette unité mobile, si vous voulez, non seulement elle vaccine en allant vers les situations, sur les territoires où il peut y avoir des besoins, mais à partir de cette unité mobile, je l'ai vu d'ailleurs à Bligny-sur-Ouche, vous avez le médecin, qui est pharmacien, ou médecin, qui travaille dans cette unité mobile, qui se déplace chez les gens. Donc c'est vraiment, on va avec les personnes. Il peut y avoir aussi des centres de vaccination éphémères qui peuvent être ouverts, ça s'est fait dans le département, oui, sur une durée courte, hein, à partir des centres permanents existants. Mais nous avons un maillage qui est désormais, je pense, suffisamment dense pour permettre de couvrir un territoire aussi vaste et diversifié que le département de la Côte d'Or. Merci. Vous avez évoqué le fait de doubler les plages. Est-ce que ça va inclure le dimanche? Aujourd'hui, si c'est nécessaire, nous irons pour une ouverture le dimanche. Mais je vous rappelle que les professionnels qui sont engagés sur le dispositif sont encore pour partie en activité. Et donc, il faut aussi avoir un peu de temps de repos. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, on a commencé fin décembre, mais on va finir à la fin de l'été, au mieux. Donc, il faut quand même aussi ménager nos montures. Et l'objectif, c'est dans un premier temps de travailler pour armer plus densément les samedis. Un certain nombre de centres sont d'ores et déjà ouverts le samedi matin, parfois le samedi toute la journée. Et le travail, c'est plutôt de travailler sur l'augmentation et l'absorption de cette capacité supplémentaire en travaillant sur cette journée du samedi, sur des créneaux plus larges, et aussi en augmentant les créneaux des lignes existantes. On a par exemple sur le site de Saint-Apollinaire la velléité, et nous y sommes favorables, de faire une ouverture 8h-20h. Ce qui, en ne changeant pas les organisations, on va dire, logistiques, foncières, permet néanmoins d'accueillir plus de monde, puisqu'on a plusieurs lignes sur un même site, et donc on a la capacité d'augmenter sans forcément avancer sur le dimanche. Mais ça reste un élément important, de la même façon qu'on va se poser des questions sur les journées fériées du mois de mai. Donc voilà, donc ça fait partie des éléments qu'on doit discuter. Voilà, c'est pas du tout exclu, mais nous commençons, travaillons par étapes. Hein. Dans un premier temps, on est plutôt sur la ligne d'intensifier le samedi, la vaccination le samedi, et puis d'élargir les plages de vaccination pour les centres existants dans le courant de la journée. Hein. Tout cela doit se discuter avec chaque équipe des centres de vaccination.
Donc il y a un travail à faire qui doit permettre progressivement d'augmenter la cadence de vaccination. Vous avez évoqué le fait de recevoir des doses. Est-ce que ça correspond aux 18 000 créneaux supplémentaires que vous avez annoncés? C'est la même chose? Oui, alors les 18 000 créneaux, ce sont les primo-injections dans les centres de vaccination. Mais il y a les secondes injections, on n'en parle pas, mais elles sont assurées. Et sur le mois, naturellement, et sur le mois d'avril, c'est 20 000 personnes dans le département qui doivent recevoir une seconde injection. Donc en réalité, c'est 20 000 en acte de vaccination, c'est 20 000 plus 18 000. Donc 38 000 doses. Voilà, c'est ça. Sur le département. Sur le département. Courant avril. Dans le courant du mois d'avril. On sera un peu plus ça, au regard. Oui, parce qu'on aura en plus, là on est sur les centres de vaccination, je parle sur votre contrôle, oui. Les centres de vaccination en avril, 18 000 doses pour les primo-injections, 20 000 pour les secondes injections. Et nous avons en plus les doses dans le circuit des professionnels de ville auprès des professionnels soignement. Donc moi je n'ai pas le chiffre là, mais ça augmente. Enfin, le potentiel sera supérieur à 38 000. Pour vous donner une idée du capacitaire, peut-être avec 2 chiffres et une progression sur le capacitaire global, on regarde sans prendre en compte les aléas de livraison, mais ce que nous pouvons travailler, ce que nous travaillons aujourd'hui, la semaine du 22 mars, la capacité, c'est 8600, dans les centres de vaccination, c'est 8600 doses à peu près, au 12e, et la semaine du 12 avril, on fait plus 48%. Donc dedans, bien sûr, comme le disait M. le Préfet, des deuxièmes doses. En fait, on va doubler les primo-injections. Et on va assurer les secondes. Pour atteindre, naturellement, au prorata de la population du département de la Côte d'Or, l'objectif de 10 millions de personnes rapporté à la population du département fixé au niveau national. On sera dans cette... je pense même qu'on doit faire un peu, on doit pouvoir faire un peu plus. Que nous avons un peu d'avance. Étant entendu que les établissements continuent à vacciner leurs patients chroniques, continuent à vacciner une partie de leurs professionnels, donc on a d'autres flux que vous ne voyez pas ici, mais qui contribuent à la dynamique, entre autres avec le beau taux de vaccination dont a parlé M. le Préfet sur les professionnels de santé. C'est ça, donc les 38 000, c'est bien les centres de vaccination. Une question sur le relativement faible taux d'incidence. La Côte d'Or a été touchée dès le mois d'octobre par la seconde vague. Est-ce qu'une immunité naturelle a pu se développer tout particulièrement dans la population? Alors, très certainement oui. Mais au regard de l'émergence des variants depuis cette même période, l'immunité à la souche originelle n'est pas forcément l'immunité aux variants UK. Donc ceci n'explique pas tout. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que les dernières fois, en fin de compte, sur la vague 1 ou la vague 2, on a chaque fois, en fin de compte, subi les forts taux d'incidence de départements, de régions limitrophes. Enfin, la première vague, rappelez-vous, c'était Mulhouse qui s'est descendu par le nord de la région. La deuxième, on a été pris en sandwich entre l'Île-de-France et Arras. Et en fin de compte, ce qui nous met peut-être dans une position plus confortable à ce stade, c'est, on voit bien les problématiques qu'on a sur le nord de Lyon et sur le territoire de Belfort, mais on est un peu plus préservé aussi au regard de notre environnement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, en fait, sur la première vague, c'est plutôt c'est venu de l'Est, la diffusion de l'épidémie. Sur la seconde, c'est venu à la fois du Sud et de l'Est, Auvergne-Rhône-Alpes, les départements proches du Jura, d'ailleurs, qui ont une incidence élevée, le Doubs et le Jura. Cette fois-ci, ça vient plutôt du Nord. On est plutôt sur une logique un peu descendante, qui explique d'ailleurs sans doute les taux élevés de la mienne. On sent que de Lyon, d'ailleurs aussi, une diffusion, une extension à partir de la région parisienne. Mais un des éléments explicatifs de ce taux d'incidence, c'est en fin de compte que la propagation du variant UK a été plus lente en Côte d'Or que dans d'autres départements. Alors, ça peut venir de l'absence de clusters, ça peut venir de l'absence de liens avec des départements limitrophes avec des forts taux d'incidence, mais de fait, cette part du variant UK a augmenté, et on le savait qu'elle allait augmenter, mais on a réussi en fin de compte à retarder. Elle a été mieux contenue en Côte d'Or qu'ailleurs.
et ce qui peut expliquer en fin de compte que le taux d'incidence n'augmente que plus tardivement pour notre département. Alors justement, sur les liens avec les autres départements, vous avez émis l'ARS a émis une alerte à Besançon concernant le variant sud-africain. Il y a de forts liens économiques et des déplacements de population entre Dijon et Besançon. Est-ce que vous avez une surveillance particulière sur une éventuelle circulation du variant sud-africain qui pourrait se répercuter à Dijon? Oui, pas spécifiquement en Côte d'Or, mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui quand vous faites un test, qu'il soit un test antigénique ou un test RT-PCR positif, ils sont tous analysés à travers un criblage qui permet de définir si on a une existence d'un variant. Et aujourd'hui, on peut les scinder en deux, le variant UK, qui répond à un certain nombre de contrôles, ou le variant sud-africain ou brésilien, qu'on n'arrive pas à identifier spécifiquement avant de faire après un séquençage. La troisième étape ultime de l'analyse du virus. Ce travail-là, il est fait pour, dans tout l'ensemble du département national et en DFCO aussi. Aujourd'hui, on a près de 88% des tests positifs qui sont criblés, pas 100% parce que parfois la charge virale est trop faible et on ne peut pas faire ce criblage. Et donc ce contrôle, il est fait pour tout le monde, pour s'assurer de l'émergence de clusters qui pourraient nous inquiéter. Et de fait, au regard des situations qui sont suivies par l'Agence régionale de santé dans le cadre du contact tracing de niveau 2 et 3, que nous suivons au sein de l'agence, on a eu parfois des clusters avec des variants sud-africains qu'on a réussi grâce aux partenaires avec qui nous travaillons. Nous avons réussi à contingenter ces clusters et la part du variant sud-africain brésilien reste en effet très contenue dans le département. D'où l'importance de déclarer pour les personnes qui sont positives, les employeurs, l'éducation nationale le font déjà, les résidences étudiantes. D'où l'importance de déclarer en fin de compte les cas de cluster de telle façon à ce qu'on puisse mettre en œuvre extrêmement rapidement la stratégie tester, alerter, protéger et pouvoir mettre en œuvre des dépistages rapides et réitérés, pouvoir accompagner l'isolement des personnes. Et la conclusion est que ça marche, puisque nous, en Côte d'Or, nous avons connu quelques clusters, je vous dis, avec des variants, entre autres, sud-africains, qui sont particulièrement contagieux. Et on a réussi à les circonscrire. Par une action en fait rapide à la source, alors simplement la population se déplace entre Besançon et Dijon. Il y a naturellement des relations fréquentes, d'où l'importance du respect des gestes barrières, qui protègent finalement la population du département. Est-ce que vous auriez quelques données à nous fournir sur les tests salivaires menés par le rectorat auprès des écoliers? Alors, j'aurais pu, mais je n'ai pas les chiffres sur moi. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que le rectorat, nous travaillons avec eux, avec les laboratoires de biologie médicale de l'ensemble du département, tous sont partenaires, pour pouvoir accompagner ces campagnes. On a deux types de dispositifs de tests qui sont menés. On a des contrôles qui, on va dire, sont plus dans une approche épidémiologique, où ils ont choisi un panel d'établissements. Il y en a à peu près 6 en Côte d'Or, je ne pourrais pas vous nommer parce que je n'ai pas la liste sous les yeux. Et là, c'est des typologies très différentes. On peut avoir de l'école de premier degré, deuxième degré, avec internat au sang. Et là, l'objectif était plutôt dans une approche épidémiologique, comme je vous le disais, pour voir tous les 15 jours l'évolution du virus dans les établissements. Et par ailleurs, sont mis en œuvre aussi des tests dans le cadre de l'apparition de clusters ou de l'apparition de cas isolés. Et à ce moment-là, sont mis en œuvre aussi des dépistages au sein des écoles, à la fois pour les enfants et pour les personnels encadrants, qu'il s'agisse des professionnels des collectivités ou de l'éducation nationale. Et on a d'ores et déjà mis en œuvre ce type de dispositif, sachant qu'on travaille aussi sur ces sujets avec l'éducation nationale à mettre sur le terrain des médiateurs lutte anti-Covid, médiateurs LAC, qui ont vocation à accompagner les campagnes de tests, mais aussi à travailler à la fois avec les enfants et à la fois avec les professionnels sur justement les gestes barrières, comment les accepter, comment en parler de façon appropriée pour les différentes classes d'âge. Et donc là, c'est un travail que nous menons avec la Croix-Rouge française en Côte d'Or. Et nous les envoyons sur le terrain pour accompagner les campagnes de tests, parce que tester c'est bien, mais l'important, en fin de compte, c'est une fois de plus la prévention. Donc c'est vulgariser les choses, s'adresser avec les bons mots au bon public, et remobiliser, parce que parfois c'est lourd les gestes barrières et c'est entendu et réentendu, donc c'est pouvoir remettre le tapis de manière
remettre les choses sur le tapis de manière un peu plus simple et un peu plus ancrée dans la vie quotidienne. Donc voilà, ça c'est des dispositifs que nous sommes en train, enfin, que nous mettons en branle depuis plus de 2 semaines avec l'Éducation nationale, déjà au moins dans 3 des établissements de la Côte d'Or. Pour vous donner, pour compléter les propos d'Aline Guiblin sur les classes, la semaine dernière, nous avons fermé 6 classes. J'ai fermé 6 classes. Donc ça augmente, 5 dans l'école primaire, 1 dans un collège. Vous savez que désormais, dès qu'il y a l'identification d'un cas, c'est la fermeture de la classe totale, protocole qui est strict. Ça augmente, mais ce n'est pas exponentiel dans le département. Alors moi, je m'interroge juste sur la communication entre rectorat et famille. Par exemple, à Uly, une classe, je crois, a été fermée, donc une classe de grands, mais sauf que ces grands ont des petits frères, des petites sœurs chez les petits, mais personne n'a été mis au courant de cette fermeture et de ces cas. Il y avait 11 cas, je crois, dans une classe, pas rien. Et du coup, les parents nous ont fait remonter cette information de manière un peu interrogative. Comment se fait-il que nous n'ayons tout simplement pas été mis au courant? Alors là, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Il faudrait que vous puissiez peut-être, on peut vous mettre en relation, vous adresser à la direction des services académiques, qui pourrait vous donner des éléments utiles. Moi, je ne sais pas du tout ce qui a été fait pour informer les parents. J'ose imaginer que ça a été fait, le sujet de cette sensibilité. Puis quand on ferme une classe, ça ne passe pas totalement inaperçu. Oui. Par définition, les enfants ne sont plus à l'école. Oui, pour les parents, bien sûr, pour les parents concernés de la classe des grands, mais les autres parents dont les enfants sont également dans les classes des grands frères et des affiliés. Là, il doit y avoir un protocole. Il y a tout à fait un protocole ARS, très strict Éducation nationale. Pour gérer ça. Ouais. Mais peut-être que l'élément, c'est de se dire aussi que le cas contact n'est pas isolé. Je pense qu'en fin de compte, il y a l'idée d'être à la fois prudent, et le protocole vise à être prudent et à protéger les enfants et les enseignants, bien évidemment, et les ADSEM, enfin l'ensemble des professionnels. Mais imaginez que dans une famille, vous avez, dans une classe, un enfant est positif. Là, il est positif sud-africain, nous fermons la classe. Les autres enfants ne sont pas forcément positifs, mais identifiés comme cas contact. Par mesure de précaution, nous les isolons. Fort heureusement, la plupart de ces enfants ne seront pas positifs, mais on va pouvoir le voir au cours de cette phase d'isolement via le test, s'il l'accepte, ou à l'issue de la période d'isolement plus prolongée. Tant que l'enfant qui est isolé, lui n'était pas positif, n'est que cas contact, ses proches ne sont pas cas contact, eux. Ils le deviendront si l'enfant développe des symptômes à l'instant T. Autrement, si on était cas contact, en fin de compte, tout serait depuis très longtemps complètement embolisé. Nous serions tous. Et en fait, cet équilibre, il n'est pas défini de manière intuitive, mais il est protocolisé. Et en effet, ce qui est important, c'est de pouvoir expliquer mieux que ce que je ne peux faire là, cette approche de dire où est le risque, où est la personne contact, et où on s'arrête pour à la fois assurer la sécurité et assurer la continuité pédagogique. Donc ces éléments-là, la DAZEN pourra vous les illustrer mieux que moi, mais c'est l'esprit de se dire que le cas contact, à un moment donné, il n'est pas cas contact et donc peut continuer son activité. Une question plus sur un aspect sécurité, on va dire. A priori est prévu un rassemblement de personnes anti-masques et vaccinosceptiques au jardin d'Arcy samedi, rassemblement spontané. Quel commentaire vous faites sur ce genre d'événement? En réalité, je n'ai pas d'informations, M. Tardivon, sur ce sujet, donc je ne peux pas vraiment vous répondre. Ce sont nos amis de France 3 qui ont dévoilé l'information hier. Ah bon, écoutez, ce n'est pas venu jusqu'à mes oreilles. Donc, vous savez, quand les manifestations ne sont pas déclarées auprès de la préfecture, j'ai parfois un peu du mal à les présumer. Donc j'imagine que ça doit être le cas. Écoutez, moi je fais simplement appel à la responsabilité de chacun. C'est vraiment le message que je dois passer. Je comprends l'expression revendicative. Elle est dans notre pays un droit reconnu par la loi,
Mais je souhaite aussi que dans ce contexte très particulier, chacun et chacune puisse faire preuve de responsabilité. Vous n'avez pas peur qu'avec les beaux jours, tout à l'heure, on se dit, madame, qu'avec les beaux jours, on allait de nouveau aérer, etc. Traverser la ville, vous allez voir, le centre-ville est plein de monde, les jardins sont déjà pleins de monde, on a tous envie d'être dehors, tous envie d'être en bonne compagnie. Vous n'avez pas peur, au contraire, que le retour des beaux jours n'aille pas dans le sens souhaité? Je suis comme vous. Nous sommes tous pareils. On a tous envie de sortir. Mais je préfère sortir en bonne santé que avoir le Covid. Je vois que la question est aussi binaire que celle-ci. Hein? Donc, ça nécessite une discipline de comportement, d'attitude. On peut sortir, il ne s'agit pas d'interdire les sorties, hein, mais il faut le faire en respectant un certain nombre en prenant un certain nombre de précautions. C'est depuis le début. Hein. Ce qui est compliqué, c'est la durée. Hein. Donc il nous faut tenir, je crois, je ne peux pas tenir un autre discours que celui de la responsabilité. Il nous faut tenir encore quelques semaines. Et c'est en tenant ensemble que notre collectivité nationale tiendra. Chacun a une part de la solution dans cette affaire, vous savez. L'ennemi, c'est quand même le Covid. Hein. Et donc, on sait comment on peut contrarier cette affaire, on le sait, très clairement. Et ça dépend de quelques règles de comportement dans la vie individuelle et collective. Essayons de tenir ensemble encore, avec la montée en charge de la vaccination qui doit nous permettre d'avoir un horizon de sortie de cette affaire. Voilà, à partir de là, vous savez, moi je fais confiance. Hein. La responsabilité, c'est aussi la confiance. Je n'ai pas de... Je pense que c'est en faisant appel à la responsabilité de nos concitoyens, les invitant à eux-mêmes, ça, la démocratie, hein, de prendre les initiatives utiles pour finalement dépasser cette affaire, hein, éviter qu'elle ne nous emporte tous, c'est tout. Non, franchement, on est d'accord, hein, je rassure. Mais vous savez, moi, je n'ai pas de baguette magique. Mais voilà, je suis passé à Marseille, vous voyez. Si je l'avais... En tout cas, si vous voulez, s'il y a des excès, ça peut parfois arriver. Hein, dans des regroupements intempestifs ou des tentatives d'organisation, de festivités, de regroupements qui ne soient pas autorisés, là, je me réserve la possibilité d'intervenir. Parce que c'est une question là d'égalité des citoyens devant la règle. Hein. Moi, je suis aussi comptable de cela. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a cette exigence générale, je pense que nos concitoyens comprennent mal que certains d'entre nous se croient autorisés de manière délibérée et exagérée à s'affranchir de la règle commune. Une question d'égalité. Hein. Face à une règle, elle est dure, mais elle est, je pense, nécessaire. Elle repose dans un pays de liberté comme le nôtre, sur la responsabilité de chacun. Et j'espère qu'on en sortira au plus vite. Vous savez, moi, je ne suis pas, comment dirais-je, le régime normal dans un pays comme le nôtre, c'est la liberté. La contrainte, c'est l'exception. Ça, la République. Hein. Donc nous sommes dans un régime exceptionnel de contrainte, exceptionnel, qui repose sur l'adhésion de chacun, la compréhension de chacun. Moi, mon discours, c'est vraiment permanent celui de l'appel au bon sens, au civisme. C'est la meilleure façon d'agir, de combattre ce sujet et d'en sortir. Et à ce moment-là, d'aller dans les parcs, les jardins, de fréquenter la belle ville de Dijon, découvrir le patrimoine, de sortir au restaurant. On a tous envie de ça. Hein. Ça nous manque à tous.
temps, j'ai confiance parce que nous tenons maintenant la vaccination. Nous avons la vaccination qui est une. Nous devrions pouvoir sortir de cette affaire qui nous complique la vie depuis un an. En tout cas, moi, je n'ai pas le droit de, comment dirais-je, de faiblir. Je n'ai pas le droit de le faire. Ma responsabilité me l'interdit. Donc, je dois faire face aux responsabilités de ma charge. Donc, c'est comme ça que fonctionne notre pays, sinon il n'y a plus d'organisation possible. Et c'est à la fois une grande responsabilité, parfois une difficulté, mais une grande fierté, vous savez. En période de crise, nos concitoyens, ils ont besoin d'un État. D'un État qui répond à leurs préoccupations, vers qui ils se tournent. Donc notre responsabilité, elle est encore plus grande. Et celles et ceux qui travaillent à mes côtés sont conscients de cela. Et nos élus le sont aussi, je pense. Voilà, je m'écarte un peu des questions que vous me posez. Non, mais vous m'avez incité à... Oui, non, mais voilà, parce que je pense qu'on va tous ressortir, on va être témoins de scènes dans les rues qui sont pas celles qui sont souhaitées aujourd'hui. Voilà. Bien, aidez-nous à passer ce message. Moi, je ne peux pas envoyer un policier devant chaque habitant de la Côte d'Or. Ça, c'est impossible. Et je peux vous dire que nos forces de police et de gendarmerie font leur travail. Ce qui me reste, c'est l'appel à la responsabilité. Et lorsqu'il y a des débordements excessifs, j'interviens. Je ne suis pas le dernier à intervenir. J'ai un événement clairement à l'esprit. Et si c'est nécessaire, je le ferai. Parce que notre ennemi, c'est l'irresponsabilité. C'est baisser la garde dans cette situation. Alors on peut quand même sortir sans forcément sortir à des milliers dans le même endroit. Hein. C'est quand même possible. Il suffit d'éviter Dijon et de s'aérer, on est quand même un peu seul. Voilà, mais prendre un verre à 50 autour du marché de Dijon samedi en fin de journée ou dimanche en fin de journée, non. Voilà, c'est clair. On a tous ces schémas à l'esprit. Voilà, merci vraiment de votre écoute aux uns et aux autres. On est à votre disposition. Madame Robert, on va peut-être se rapprocher de l'inspection académique. Je vais envoyer peut-être à Madame Iran. Oui, on va essayer, on va faire le lien. Après, c'est un exemple par contre, c'est vraiment juste pour comprendre. Mais bien sûr, on va essayer, c'est un sujet que je ne connais pas bien, pour savoir exactement comment ça se passe. On va demander à Pascal Coq, la directrice des services académiques. Merci. Bien, écoutez, profitez bien du bonheur, sans en amuser. Oui.